chaussettes dépareillées. Mel et Deb papotent autour de la neurodiversité sur Radio Grand Lac. Et bonsoir à tous, c'est Mel des chaussettes dépareillées. Je suis super contente de vous retrouver ce soir. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux de nous écouter sur le 92.1 à Aix-les-Bains, la radio et autour du lac du Bourget. Je suis comme d'habitude avec la solaire Déborah, un mercredi sur 2 pour cette émission. Comment ça va Deb ce soir? Ça va super, et toi Mel? Eh ben ça va bien. Déjà je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait il y a 2 semaines sur notre première émission sur le haut potentiel intellectuel qui a cartonné. Donc on a eu des super retours, merci. Je vais faire attention à ma petite intonation Nelson Montfort. Mais bon, c'est pour vous garder avec nous jusqu'au bout pendant 1h15, être dynamique, voilà. Et ce soir, une émission particulière puisque ce mois d'octobre, c'est le mois du TDAH. Le TDAH, c'est quoi? C'est le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et ça va être le thème de ce soir. À la différence du haut potentiel intellectuel, le TDAH, c'est un TND, un trouble du neurodéveloppement. Et pour mieux l'expliquer que moi, ce soir, j'ai la chance d'accueillir Ludivine Margerie. Bonsoir Ludivine. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien. Alors Ludivine, elle est neuropsychologue. Alors Jean-François Brou, il y a 2 semaines, était psychologue clinicien. Ce soir, on a la chance d'avoir une neuropsychologue qui en plus est d'Aix-les-Bains. Donc je suis ravie de t'accueillir et d'aborder ce sujet avec toi. Ludivine, donc elle est spécialisée, entre autres, dans le TDAH chez les enfants, les ados, les adultes. C'est ça. Ok, super. Et pour partager son expérience, j'ai avec nous ce soir Brice. Bonsoir Brice. Bonsoir. Brice qui est chargé de mission pour Python, l'université Savoie-Mont-Blanc, qui accompagne des étudiants, c'est ça, dans leurs projets innovants. Voilà, pour le compte des entreprises. Ok, super. Et du coup, Brice est l'heureux papa d'un petit garçon qui a été diagnostiqué d'un TDAH. Exactement. Donc tu vas témoigner avec nous ce soir au quotidien comment ça se traduit, comment vous avez découvert ça, etc. Mais tout de suite, je donne la parole à Ludivine qui va nous expliquer alors ce TDAH, ce trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qui se cache derrière? Déjà, comme tu l'as dit, effectivement, c'est un trouble du neurodéveloppement. Donc, c'est-à-dire que on parle d'un trouble, ça veut dire que c'est persistant. En général, les difficultés, elles vont perdurer sur tout le long de la vie de l'enfant et à l'âge adulte. Du neurodéveloppement, neuro parce que ça se passe au niveau du cerveau. Voilà, il y a des aires spécifiques qui vont poser un petit peu souci quand on a un TDAH. Et puis développement parce que ça se développe vraiment sur les premières années de vie, voire la vie in utero et les premières semaines de vie. Ok, et première question que j'ai envie de te poser tout de suite, c'est est-ce que ce TDAH, comme les autres TND, d'ailleurs, entre parenthèses, le HPI n'est pas un TND, c'est un fonctionnement atypique, mais c'est pas un TND. Le TDAH, est-ce que c'est génétique? On a vu que le haut potentiel intellectuel l'était. C'était génétique, on naît avec un haut potentiel, on meurt avec un haut potentiel. Est-ce qu'avec le TDAH, c'est la même chose? Alors oui, on va dire, il y a une grosse partie de génétique qui rentre en compte dans le TDAH, à savoir qu'il n'y a pas un seul gène qui est identifié. On va dire que c'est plutôt plusieurs gènes qui peuvent être impactés, qui peuvent causer le TDAH. Et puis il y a des facteurs aussi de l'environnement. Voilà, le contexte de la naissance. Est-ce que l'enfant il est né dans le cadre d'une prématurité? Est-ce qu'il y a eu des événements durant la grossesse avec une exposition à des substances chez la maman, par exemple le tabac, voilà, ouais, c'est ça. L'alcool, effectivement. Et puis voilà, donc la prématurité, un manque d'oxygène aussi à la naissance. Voilà, il y a tout plein de facteurs, mais on n'a pas identifié vraiment une cause précise. D'accord, merci beaucoup. Et du coup, alors les signes, on va dire du TDAH, parce que le TDAH finalement, quand on l'est, Brice nous l'expliquera pour son fils. Finalement, au quotidien, comment ça se traduit? Je veux dire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'on identifie un enfant TDAH? Il y a beaucoup de neuromythes sur le TDAH. Oui, c'est une mode. En fait, c'est juste des enfants qui sont chiants. Alors non, on va bien expliquer que tout comme le HPI, ce n'est pas une mode, c'est un fonctionnement. Tu as parlé du cerveau, qui est un organe. Bon, vous voyez bien physiquement, je le dis toujours, mais qu'on n'a pas les mêmes organes, physiquement, pas les mêmes cheveux, pas les mêmes yeux. Le cerveau, il est différent chez tout le monde aussi. Il ne se voit pas, mais personne n'a le même. Donc, les fonctionnements sont différents. Sur un TDAH, en fait, ce trouble du déficit de l'attention avec
ou sans hyperactivité. Donc c'est chez l'enfant au début, avant qu'il devienne un ado et un adolescent. Donc un déficit de l'attention, c'est un enfant qui va avoir moins d'attention, qui va être plus agité, plus fatigué. Comment ça se traduit en fait, ce déficit de l'attention ? Eh bien, ce qui est important de souligner, c'est que c'est une triade de symptômes. Il y a le côté inattention, donc un manque d'attention. L'enfant, il va être rapidement distrait, il va avoir du mal à rester concentré dans la durée, dans l'effort. Il y a le côté aussi hyperactivité, impulsivité, c'est le fameux H de TDAH, où voilà, on va avoir des enfants qui vont être très dynamiques, pour le dire joliment, en tout cas des enfants où il y a une agitation motrice qui peut être importante et qui vont, ce sont des enfants aussi qui peuvent avoir du mal à attendre leur tour, ils vont interrompre, couper la parole. Et ça, c'est plus fort qu'eux. Voilà. Ouais, ils n'arrivent pas à se retenir, ils ont tellement envie de parler que bam. Et je peux vous dire qu'à l'âge adulte, ça arrive encore. Brice, est-ce que tu reconnais ton fils quand Ludivine énonce un petit peu ses signes, ses caractéristiques ? Alors oui, complètement. Alors sur plusieurs points. Déjà, mon fils est né prématurément et avec un manque d'oxygène. Du coup, il est né sous césarienne en urgence par manque d'oxygène. Donc ça peut expliquer certains facteurs que vient de nous énoncer du coup Ludivine. Exactement, sur en tout cas l'origine. Et après, effectivement, mon fils est un manque d'attention très fort dans l'effort. Donc très vite, il peut dire je suis nul et du coup j'y arrive pas et je fais pas. Voilà, Que ce soit dans une activité extrascolaire, par exemple la musique ou le sport, et à l'école aussi ? Alors principalement à l'école. D'accord. Les sports, il arrive bien, la musique, il arrive bien, mais c'est vraiment quelque chose qu'il n'a pas forcément choisi, un peu subi. Il va dire tout de suite, je me dévalorise, comme ça, je sais pas faire, je passe à autre chose, etc. Enfin voilà, je fais pas d'effort de faire l'effort. Et vous, du coup, en tant que parent, avant qu'il soit diagnostiqué, parce qu'il a été diagnostiqué récemment ? En 2020. En 2020, donc ça fait déjà 3 ans quand même. Oui, mais on a mis 3 ans pour mettre une étiquette entre guillemets sur voilà. Donc on a vu énormément de spécialistes que je connaissais pas. D'accord. En tant que parent, on découvre pas mal de choses, mais il a fait effectivement psychomotricien, psychiatre, psychologue. Ouais. Orthophoniste, non ? Orthophoniste, orthoptiste, podologue, réflexe archaïque, tout ça. Mais c'est vraiment super intéressant, on en parlera dans la seconde partie de l'émission. Effectivement, ces TND, ces troubles, on peut vivre avec, et puis on peut vivre très bien avec, même à l'âge adulte, je vous rassure. Par contre, c'est vrai que c'est important d'être bien accompagné. Donc on parlera de ces accompagnants, des TND et dans ce cas-là du TDAH, et leur impact en fait sur la vie quotidienne des personnes qui sont impactées par ce TDAH. Brice, à quelle période, avec ta femme, vous êtes rendu compte que votre fils, il était un peu différent ? Il brassait, il était impulsif, il était plutôt un peu colérique. Je sais pas si la colère fait partie des symptômes, Ludivine, s'il peut y avoir une forme de colère ? Oui, on peut évoquer aussi le côté difficulté de régulation émotionnelle, du coup, pour le trouble de l'attention. Donc avec des émotions en oscilloscope, en dents de scie, un peu intenses. C'est ça, qu'on prête d'ailleurs des fois aux personnes HPI, à tort finalement, parce qu'il y a beaucoup de personnes HPI qui ont ce TDAH. Oui, effectivement, en fait. on peut avoir aussi des pathologies associées. Ouais, ce qui crée de la confusion dans les diagnostics. Exactement, donc des difficultés pour le diagnostic différentiel, à essayer de comprendre l'origine des difficultés, effectivement, oui. Et du coup, donc Brice, vous, c'est quoi un petit peu les signes qui vous ont alerté et vers quel âge ? Il avait quoi, 2 ans, 3 ans, 5 ans ? Alors c'est à l'entrée de l'école, en maternelle, où là on a vu effectivement qu'il y avait une difficulté d'aller vers les autres. Alors il est très sociable, ça il n'y a pas de souci, il parle bien, etc. Par contre, pour rentrer dans un groupe, être en interaction avec les autres, il y a le côté impulsif qui entre, et donc il rentre pas de la bonne manière. Il va rentrer en tapant, de manière un peu brusque. Donc voilà, il y a côté interaction sociale où à l'école ça peut poser problème quand on rentre de manière un peu plus violemment avec les autres. Et puis il y a ce côté attention où il peut se braquer, être têtu. Si je fais pas et je vais pas changer d'avis. Donc on a eu pas mal de convocations à l'école, en maternelle, et c'est ça qui a mis en fait qu'on a commencé à se dire il y a quelque chose qui va pas. Okay. Et commencer à faire des séances de psychomotricien. Etc. Et l'équipe pédagogique qui vous a convoqué, donc en voyant que votre fils il était pas trop dans les cases, on va dire qu'il n'avait pas ses codes relationnels, est-ce qu'ils vous ont orienté sur le TDAH ou c'était juste en fait on a du mal à le canaliser, on sait pas trop comment faire, on sait pas quoi en faire,
Donc en gros, trouver un peu une solution. Alors, sans stigmatiser le corps enseignant, hein, je me doute que quand on est un site, qu'on gère 20, 22, 25 enfants, c'est très difficile, que ce soit en petite section, en grande section, ou après même primaire, collège. Hein. J'ai moi-même des amis qui sont profs. Je voulais être prof quand j'étais jeune, donc c'est un milieu que je connais bien. Et je sais que chacun fait ce qu'il peut. D'ailleurs, Deb est prof à l'IPAC. Je suis toujours prof à l'IPAC. Nous, on est sur des adultes, mais même avec des adultes, c'est difficile. On imagine qu'avec des petits bouts de 3-4 ans, c'est compliqué. Ça a été quoi, en fait, leur retour par rapport à ton fils ? Ils t'ont juste dit, voilà, nous, on a du mal à le canaliser, on sait pas trop comment l'attraper, donc voilà, trouver une solution. Ou est-ce qu'ils vous ont dit, on pense peut-être à ça, allez voir peut-être tel professionnel, faites-vous accompagner. C'était quoi le discours ? Alors, un peu des deux. En tout cas, la première année de maternelle, on nous a orientés effectivement sur la psychomotricité. Ok. Voilà, où ça a commencé en tout cas une première démarche. Et la deuxième année, non, c'était plutôt, en tant que parent, faut trouver la solution. C'est votre fils, c'est à vous, entre guillemets, de le faire changer un petit peu. Ok, de prendre le problème à bras le corps et d'y aller, quoi. Oui. Trouver une solution. Exactement. Et on là, était démunis par rapport à ça, nous. C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'on se sent pas un peu démunis ? Parce que j'imagine que ni toi ni ta femme, pour le coup, vous n'êtes ni neuropsy, ni psychiatre, ni pédiatre, ni rien du tout. Alors, dans ces cas-là, vers qui on se tourne ? Quand on est un peu démuni comme ça, qu'on sent que son enfant est différent, mais qu'on sait pas pourquoi. Eh ben, on se débrouille. Donc, on prend les avis un peu de tout le monde, on teste. Ce que je disais tout à l'heure, après la psychomotricité, on a fait de l'orthophoniste qui a mis un premier bilan quand même. On a dit, effectivement, il a du mal à tenir en place, l'attention est faible, il n'a pas de problème d'élocution ou choses comme ça, il n'y a aucun souci. Il a parlé très tôt aussi, alors je ne sais pas si très bien très tôt, donc je ne sais pas si c'est un facteur aussi, mais... Donc c'est l'orthophoniste qui a commencé à émettre ce premier diagnostic. Du TDAH. Ouais, mais sans forcément... Mettre le mot TDAH. Ouais, exactement. Okay. Après, on a vu l'orthoptiste, donc pour travailler, parce qu'effectivement, il avait un problème. Alors, j'ai le mot scientifique, mais il faudra que je le retrouve sur la feuille. Mais voilà, donc on a eu des premiers des diagnostics comme ça. Et après, c'est... je ne sais plus qui c'est qui nous a orientés vers une neuropsy. Voilà, faire un test neuropsy. Et après, suite à ce test... Donc vous avez fini par trouver le chemin. Oui, mais on a mis 3 ans. D'accord, un long chemin alors. Alors après, long plus ou moins, parce qu'il a de la chance, votre fils, finalement, vous l'avez diagnostiqué assez tôt, puisque, donc je le rappelle, Ludivine nous expliquait en début d'émission que donc c'est génétique, donc on est avec ce fonctionnement pour... on va dire différents facteurs, on grandit avec, et si c'est pas pris en charge quand on est enfant ou ado, ça persiste à l'âge adulte. En général, ça ne s'évapore pas. Alors, ça peut se calmer, il me semble, se réduire à l'âge adulte, ou au contraire, sous stress ou sous choc post-traumatique. Enfin, ça peut au contraire basculer et se révéler encore plus à l'âge adulte. Exactement. Le fait de... Alors, quand on a des difficultés d'attention, on met en place des stratégies pour les compenser. Donc, finalement, en tant qu'adolescent, adulte, on arrive à mettre toutes ces stratégies en place. Sauf que, à un moment donné, plus on fait des efforts, et justement, comme tu disais, le stress, les impératifs, enfin, les contraintes professionnelles, notre rythme de travail va faire qu'à un moment donné, peut-être que ces stratégies, elles vont plus suffire. Et c'est là qu'on peut avoir parfois des situations de burn-out ou d'épuisement, parce que finalement, on n'y arrive plus. Après, faut pas non plus noircir le tableau. Il y a des adultes qui vivent très bien avec un TDAH. Parfois, finalement, le trouble, les symptômes en tout cas diminuent, et parce que il y a eu un bon accompagnement et il y a des choses qui se sont mises en place et ça fonctionne très bien aussi. Donc faut rassurer les auditeurs. Oui. C'est important de pas noircir le tableau. Oui, et puis on est là pour ça. Cette émission sur la neurodiversité, elle est là aussi pour montrer que lorsqu'on a un TND, qu'on fait partie de cette famille de la neurodiversité, en fait, c'est comme tout, soit on voit le verre à moitié plein, soit on le voit à moitié vide. Et le fait d'avoir un TDAH, ça peut créer aussi de grandes choses, puisque souvent c'est des profils qui sont hyper créatifs, qui passent très vite du coq à l'âne, qui ont plein d'idées, parce que ce déficit de l'attention, du coup, il crée cette énergie un peu, et cette énergie, on peut en faire quelque chose d'extraordinaire. Tout à fait. Alors du coup, combien de personnes en France ont un TDAH? Alors je sais que c'est toujours un peu ça, les questions pièges, puisque c'est comme pour le haut potentiel, c'est comme pour l'autisme, ou les dyspraxie, dyslexie, dysorthographie, on n'a pas vraiment de statistiques
ultra précises. Je sais que sur le haut potentiel, on parle de 2,3%. Mais on se rend compte qu'il y en a de plus en plus. Alors, est-ce que c'est que les gens sont certainement plus diagnostiqués qu'avant, enfin plus détectés dans le cas du HPI? J'imagine que dans le TDAH, c'est pareil, il y a plus de diagnostics. Est-ce que Ludivine, toi, tu connais un petit peu les chiffres au niveau du TDAH ou pas forcément? Ça représente à peu près 2 à 3% chez les enfants qui sont diagnostiqués, ouais. Donc, on est à peu près sur la même tranche que le haut potentiel intellectuel. C'est ça. 2-3% des enfants. Et donc, ça peut diminuer. Enfin, on est toujours TDAH, mais on peut bien le vivre. Ce qui fait qu'en fait, on est un adulte avec un TDAH, mais c'est beaucoup moins, entre guillemets, handicapant quand on est enfant, quand on est diagnostiqué. Oui, tout à fait. Ok, et donc le parcours de diagnostic. Donc vous êtes plusieurs professionnels à pouvoir diagnostiquer un TDAH? Alors, nous, en tant que neuropsychologue, on est psychologue, donc pas médecin. Ce sont les médecins qui vont poser les diagnostics, les médecins spécialistes. Voilà. Psychiatres. Voilà, psychiatres, neuropédiatres, les pédiatres, voilà, vraiment des professionnels qui sont spécialisés dans le TDAH. Nous, en tant que neuropsychologue, on va intervenir en tant qu'aide au diagnostic. Le bilan, il va permettre, voilà, d'attester le fonctionnement justement de l'attention, de la concentration, des fonctions exécutives dans le cadre d'un bilan. Mais il faut, voilà, rappeler aux auditeurs que le diagnostic, il est clinique, c'est-à-dire le médecin va se baser sur les observations, le recueil de toutes les informations, les difficultés que l'enfant va rencontrer. Ou l'adulte, et le retentissement, puisque ça fait partie aussi d'un des critères importants, c'est que les difficultés, elles doivent retentir de manière significative à l'école, dans le milieu professionnel, dans le milieu social, relationnel, familial, voilà. Et sur une durée de plus de 6 mois, pour être sûr que ce soit pas lié justement à un instant T de dépression ou d'un petit coup de mou, ou je sais pas, le résultat par exemple d'une commotion cérébrale, quelque chose comme ça qui va altérer. Tu parlais des fonctions exécutives. C'est des fonctions cognitives. C'est vrai que chez le TDAH, chez une personne qui a ce TDAH, c'est tout le temps, quoi. Je veux dire, l'inattention, elle est au quotidien. Et justement, Brice, est-ce que toi, tu as des exemples concrets que faisait ton fils sur cette inattention? Donc, tu nous parlais cette difficulté à l'effort à l'école. Est-ce que tu aurais d'autres exemples un peu précis, assez significatifs de comment s'exprime le TDAH de ton fils à la maison? Alors oui, un exemple très concret. Le matin, on est assez pressé quand même pour habiller les enfants, choses comme ça. Et l'action de va t'habiller, il maîtrise pas. C'est-à-dire qu'il faut découper en tâches cette action-là. Et l'action va t'habiller, quand je lui dis, quand on est dans la cuisine, et du coup il doit aller dans sa chambre, et entre la cuisine et la chambre, il y a plein de facteurs qui peuvent le faire oublier ce que ma demande. D'aller dans la chambre et de s'habiller, du Exactement. coup. C'est ça. Donc je peux le retrouver à lire, à faire autre chose complètement, parce qu'il m'a dit, mais voilà, je sais plus ce que tu m'as demandé. Ouais, entre le moment où il a déclenché, entre le moment de début et le moment d'arrivée, il peut se passer 1 million d'histoires qui viennent perturber l'attention. Moi, j'ai une petite anecdote d'adulte aussi, il y a pas longtemps, donc je souffre aussi d'un TDAH que j'ai découvert très tard, puisque j'ai été diagnostiquée cette année en mai, et vous voyez, j'ai 36 ans, donc comme quoi l'espoir fait vivre, après avoir donc été identifiée à HPI il y a 6 ans. Donc j'ai mis longtemps à faire le lien entre du HPI au TDAH, et moi je suis pas encore traitée, donc l'inattention en ce moment elle est au max. Par exemple, donc je pars de mon travail, je récupère un drive, donc mes courses, je les mets dans le coffre, j'habite à 10 minutes du drive. Entre-temps, je sais pas ce qui se passe dans la voiture, je devais écouter Sandra sur Radio Grand Lac. Du coup, ça me perturbe, j'arrive à la maison, je monte, je vais bosser, puis au bout de 2 heures, ma femme me dit, mais t'es pas allé récupérer les courses? Ah bah si. Elles sont où? Elles sont dans le coffre, et il faisait 40 degrés, donc voilà, les courses ratées. Donc vous voyez, ça c'est des choses qui arrivent aux enfants, mais ça peut arriver aussi en adulte, où en 5-10 minutes, vous oubliez un truc qui est quand même relativement important. Donc voilà, ça c'est vrai que c'est le quotidien des personnes TDAH. Donc quand on vit, qu'on est en couple ou qu'on est parent, conjoint d'une personne qui a un trouble du déficit de l'attention, c'est parfois un peu rock'n'roll, et du coup il faut être bien accroché. Sans transition, je vous propose une première coupure, pas pub, mais musique, Sandra évidemment, avec Jane the Fool. Il me semble une chanson bien appropriée à cette thématique de ce soir. À tout de suite sur Radio Grand Lac, merci. À Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac, la radio de l'identité locale. Les chaussettes dépareillées. Mel et Deb papotent autour de la neurodiversité sur Radio Grand Lac. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur Radio Grand Lac à Aix et autour du lac du Bourget. On est en direct avec Deb. Ça va toujours, Deb ?
Ça va toujours, et toi? T'es prête pour la petite bibliothèque des chaussettes? Toujours prête. Parfait. On est avec Brice qui vient témoigner avec nous puisque son fils a été diagnostiqué TDAH, trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Alors il a l'hyperactivité ton fils ou pas du coup? L'impulsivité, Alors hyperactivité? il a l'impulsivité, pas forcément très hyperactif, mais il est impulsif. D'accord, merci Brice d'être avec nous ce soir. Et puis pour nous accompagner, répondre à toutes nos questions, nous avons Ludivine Margerie. Bonsoir Ludivine. Bonsoir. Qui est donc neuropsychologue à Aix-les-Bains et sur Chindrieux. Donc Ludivine, je t'ai pas demandé, tu fais du TDAH, mais t'accompagnes quel autre type de profil du coup dans ton cabinet? On va dire que c'est toutes les pathologies du neurodéveloppement. Ouais, donc tous les TND. Sauf le TSA, donc le trouble du spectre de l'autisme. Ok, Voilà. donc t'accompagnes pas les personnes qui ont un trouble du spectre autistique. Par contre, tu vas faire les 10. C'est ça. Donc dyspraxie, dyslexie, Les dysorthographie. apprentissages, ouais. Ok, le TDAH, donc qui est un 10 mais qu'on sort en général, qu'on isole parce qu'il prend beaucoup de place, Oui, ce c'est ça. TDAH. Le HPI, tu fais ou pas trop? Oui, En oui. complément? Tout à fait. Ok. Et puis après, il y a une autre casquette où je peux recevoir plutôt des adultes âgés. Donc voilà, on est sur... Alors, âgé, à chaque fois, je pose la question aussi, âgé Âgé comme comment nous, ou âgé 60, faut pas que mes parents 70 ans. m'entendent. À partir de 60 ans. Ok, donc tu vas très très loin. Ok, donc tu vas travailler là sur des problématiques plutôt du déficit d'attention type Alzheimer, des choses comme C'est ça. ça. Ouais, Ok. la mémoire, voilà. Donc c'est très varié, très intéressant. Super intéressant ça. Et on parlait justement en off. D'ailleurs, merci à tous ceux qui nous suivent sur le live. On vous voit. Merci beaucoup d'être avec nous. On parlait en off pendant la pause musicale du coût d'un diagnostic TDAH. C'est vrai qu'aujourd'hui, en France, tous ces TND, donc ces troubles du neurodéveloppement plus le haut potentiel intellectuel, ce sont des diagnostics qui malheureusement ne sont pas remboursés, pas pris en charge. C'est des frais, on va pas se mentir. On en parlait avec le haut potentiel. Aujourd'hui, une détection, parce qu'on parle pas de diagnostic pour le HPI, parce que c'est pas un trouble, hein. Mais en tout cas, pour une détection du haut potentiel intellectuel, il va falloir compter 400-500 € en fonction de la région où vous êtes et du neuropsy. Là, donc, en off, Ludivine, tu nous disais que sur les TND, c'était encore plus complexe parce que souvent, il fallait une batterie de tests. Sur le HPI, il y a un test en France qu'on utilise, qui est donc la VAIS. Tout à fait. Alors que sur le TDAH, du coup, quels sont les outils que tu vas utiliser pour être donc cette aide, ce fusible entre guillemets, qui ensuite va emmener les personnes donc chez le psychiatre, le pédopsychiatre, le médecin. Du coup, toi, quels sont les tests que tu vas faire pour constituer un dossier qui va permettre au médecin d'affiner son diagnostic? Donc il y a toujours cette partie, ce qu'on appelle l'évaluation psychométrique. Donc en fait, c'est le test de QI. Donc chez l'adulte, on parle de la VAIS, chez l'enfant, on parle du WISC. Donc c'est notre base de travail, ça permet vraiment d'avoir un aperçu sur le fonctionnement global de l'enfant intellectuel. Et tu le fais ça à chaque fois que tu reçois un patient pour un TDAH, tu vas quand même tester sur le HPI? Ça permet d'explorer et d'éliminer, enfin dans notre démarche de diagnostic différentiel, de s'assurer qu'il n'y a pas d'autres troubles associés. Voilà, donc ça permet vraiment effectivement d'avoir cette base de travail. Alors après, chez l'enfant, la psychologue scolaire, elle peut réaliser le WISC. Voilà, donc ça permet aussi parfois à la famille d'aller chez le neuropsy et de demander que les évaluations complémentaires où on va cibler l'attention, la concentration, les fonctions exécutives. Ce qui peut amoindrir un petit peu le coût, mais effectivement, ça reste un budget qui est conséquent pour les familles, hein, et donc il n'y a pas de prise en charge par la sécurité sociale, pas de remboursement. Il peut y avoir des prises en charge par les mutuelles, éventuellement, mais il y a encore un joli travail à faire de ce côté-là. Mais ça va venir, on y croit. Oui. Et vous voyez, c'est des émissions comme ça qui font bouger aussi les choses. C'est vrai que le HPI, franchement, il y a 10 ans, et même 5 ans, on n'en entendait quasi jamais parler. Le TDAH, j'en parle même pas. C'était inconnu au bataillon et je trouve que tant mieux en fait qu'on en parle parce que ces pauvres enfants, tu le disais avant la pause, quand on est adulte, on arrive à compenser. On trouve des stratégies de compensation. Alors, faut faire attention évidemment de pas tomber dans le burn-out et des choses comme ça. Mais les enfants, ils ont pas cette capacité en fait émotionnelle et intellectuelle de compenser. Et souvent à l'école, ça crée un petit peu des décalages importants. Là, le fait qu'on en parle, ça aide ces enfants à être diagnostiqués, pris en charge et du coup à pouvoir s'intégrer. Brice, je reviendrai là-dessus dans quelques instants. Bon, je sais Ludivine que tu veux pas nous sortir un prix, mais moi je vais le dire. Du coup,
Moi, je peux vous parler de mon expérience en tant qu'adulte. Chez un neuropsy, le bilan, c'est entre 400 et 500 euros. Moi, c'était 420, il me semble. Donc, pour toute une batterie de tests. Mais j'avais déjà réalisé la Vice avant. La Vice qui m'avait déjà coûté 350 euros il y a quelques années. Donc, c'est vrai que quand on fait le cumul des deux, on est presque à 800 euros. Donc, c'est un investissement, c'est un coût. Moi, je vous l'ai dit à la dernière émission, je le dis dans tout ce que je fais, le blog, les livres que j'écris, c'est un investissement en fait pour vous-même et ça vaut le coup. C'est un coût, mais en fait, c'est moins cher qu'un iPhone. Alors, je mets un peu les pieds dans le plat, mais on a quand même tous un téléphone portable. Alors oui, on l'utilise toujours le téléphone, mais en fait, votre cerveau aussi, vous l'utilisez tous les jours. Donc, ça peut valoir le coup d'investir. Et puis, les neuropsys, en général, ils sont sympas. Donc, ils vous offrent des solutions pour arriver à payer peut-être un peu plus dans le temps. Donc ça, c'est des choses qu'il faut discuter. La psychologue scolaire, effectivement, pour les enfants, c'est une très bonne solution. Mais voilà, comptez 400, 500 euros pour une détection. Donc, c'est sûr que si vous avez plusieurs enfants, on a parlé de l'aspect génétique dans la neurodiversité. Sur une fratrie de 3 enfants, ça peut vite chiffrer. Et évidemment, ça peut être un frein, mais encore une fois, ça vaut le coup. Brice, du coup, j'imagine que toi, ça a été presque un soulagement, en fait, de découvrir que ton fils, il avait un TDAH. Alors oui, c'est clairement un investissement, mais pour l'avenir, pour l'avenir de mon fils. Et ça a déclenché, ça a débloqué vraiment la situation, parce qu'effectivement, on a mis l'étiquette, et une fois qu'on a cette étiquette, on peut mettre en place des actions derrière. Et depuis, il trouve ses astuces, il travaille avec la neuropsy pour trouver ces astuces-là. Et oui, ça a été un élément déclencheur. Et tu as des exemples justement d'astuces que vous avez mis en place depuis que tu sais qu'il a un TDAH ? Oui. Alors déjà, moi j'ai appris un concept, c'est que les TDAH ont un manque de dopamine. Donc l'hormone qui permet... Le circuit de la récompense, ouais. Ou qui permet de trouver la motivation pour faire les tâches. Et donc le premier travail avec la neuropsy, c'était trouver des sources de dopamine pour mon fils. Pour le booster. Lui donner l'envie. Exactement. Et donc il a une liste de boosters. Ok. Donc ça peut être un câlin, excellent. Ça peut être une pause pendant un devoir, ça peut être boire un coup, ça peut être là par exemple dans sa trousse, il a une photo de son papy qu'il aime beaucoup et quand il a un petit coup de mou, il regarde et ça rebooste, etc. Voilà. C'est super, c'est des super astuces. Merci pour les conseils. Avec plaisir. Donc on a vraiment travaillé là-dessus avec la neuropsy et entre lui et la neuropsy, ils ont trouvé ces sources de dopamine pour l'aider. Surtout que c'est des choses assez simples en fait. Finalement, on s'imagine que sur des troubles comme ça va demander des aménagements incroyables. Là, de ce que tu nous dis, finalement, ça semble à la portée de tous. Il faut juste le savoir finalement, c'est ça ? Tout à fait. C'est vraiment des petites astuces en fait à mettre en place au quotidien et pas des gros aménagements. Bon, moi je vous donne mes petites astuces d'adulte parce que j'ai hyper compensé, mais pareil, j'ai été soulagée de comprendre pourquoi. Parfois déjà j'avais pas toujours les codes. Vous voyez, moi je bouge beaucoup. Ceux qui me voient en live sur ma chaise, j'ai fait 3 fois le tour depuis le début de l'émission parce que c'est un besoin. Et puis il faut me nourrir à tous les niveaux. Et moi mes astuces, ces astuces d'adulte, c'est vachement moins fun en fait que les tiennes, Brice. Moi c'est les rappels. Donc c'est vrai que ça fait moins rêver, mais j'ai 250 000 rappels dans mon téléphone, 250 000 couleurs. Et quand je sens que je suis fatiguée, parce que le coup là tout à l'heure des courses, c'était que j'étais un peu fatiguée. J'ai une entreprise à côté, donc des fois je sais plus trop où j'habite. Les rappels, c'est parfois pour tout et n'importe quoi. Et ça va être de partir du drive et de me mettre 5 minutes après, prendre les courses dans le coffre pour pas les oublier. Et c'est vrai que le rappel, ça peut être une grosse astuce. Moi, j'ai aussi d'autres astuces pour le TDAH, pour le rangement. Je range de manière efficace. C'est-à-dire déjà, je range toujours tout au même endroit pour éviter de perdre les choses, de se retrouver par exemple avec les lunettes de vue dans le frigo, quoi. Ça, c'est un grand classique, mais ça arrive aussi. Ou le téléphone dans un endroit improbable, téléphone que je perds 250 000 fois par jour aussi. Donc, tout a une place dans la maison et surtout tout est rangé. Et ce qui ne rentre pas dans la maison, ça part sur le Bon Coin, ça part sur Vinted, ça part dans les associations. Mais je désencombre ma maison pour désencombrer ma tête. Ludivine, je te vois rire à côté. Est-ce que tu penses à d'autres choses ? Non, c'est exactement ça. On va dire que une personne qui présente un trouble de l'attention a besoin de structuration. Voilà, globalement, on a tous besoin. On a besoin de notre emploi du temps, mais encore plus du coup parce que cette gestion du temps, cette organisation, elle est difficile
naturellement pour une personne qui présente un trouble de l'attention. Donc il y a plein d'astuces effectivement au quotidien. Le téléphone, ça peut être un super support. Il y a plein d'applications qui peuvent exister sur l'organisation pour faire les courses ou les rappels. C'est vraiment des petites astuces comme ça qui soulagent au quotidien. Et donc c'est c'est pas mal. Il y a un truc aussi qui est pas mal, c'est quand vous perdez les objets, il existe des petits poètes en fait que vous pluguez à votre objet, donc votre téléphone, vos clés. Vous appuyez sur le poète et vos clés elles sonnent. Ça aussi, super astuce. Hyper pratique quand on perd ses clés 250 fois par jour. Et puis tu le disais, Ludivine, je pense que le conseil aussi pour les enfants, les ados aussi et les adultes, c'est d'avoir des routines presque de sportifs de haut niveau du cerveau, quoi. C'est vraiment d'être hyper structuré et d'être presque dans des automatismes pour que en fait l'attention ne se perde pas sur des choses du quotidien comme Brice, tu l'expliquais, s'habiller. En fait, on gagne vachement de temps à, par exemple, la veille, préparer ses affaires pour le lendemain. Parce qu'on reste pas devant le placard à se dire, mince, comment je m'habille aujourd'hui? Et puis, ah, tiens, il est joli, fait voir. Il irait bien avec cette chemise. Ouais, non, mais il fait 2 degrés dehors. Et en fait, vous avez perdu une demi-heure devant votre armoire. Et ça y est, vous êtes déjà en retard. Je vois Sandra qui se marre. Je pense que Sandra va prendre rendez-vous avec Ludivine à la fin de cette émission. Et ben, Sandra, pour te remettre de tes émotions, je te propose de lancer notre prochaine musique pour se relaxer et on écoute tout de suite La Marcheuse de Christine and the Queen. À tout de suite, merci d'être avec nous. Chaussettes dépareillées. Mel et Deb papotent autour de la neurodiversité sur Radio Grand Lac. Bonsoir à tous, c'est Mel et Deb, les chaussettes dépareillées sur Radio Grand Lac. On parle de la neurodiversité, ce soir du TDAH, trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et on est très bien accompagné ce soir avec Deb, puisqu'il y a Brice qui témoigne donc pour son fils qui a un TDAH qui a été diagnostiqué il y a 3 ans, et Ludivine, neuropsy sur Aix-les-Bains et Chandrieux, qui nous explique tous les tenants et les aboutissants de ce TND, trouble du neurodéveloppement qu'est le TDAH. Et là, pendant la petite pause, on parlait un petit peu de ce diagnostic, comment il a lieu, donc différents tests, et puis comment encadrer les symptômes, les signes du TDAH. Il faut savoir qu'il existe un médicament, en fait, qui est donc du coup un... Comment tu m'as dit, Ludivine, à la pause? Un psychostimulant. Un psychostimulant, ouais. Voilà, c'est ça. Pardon, tu vois, j'ai déjà fait 3 fois le tour du vocal depuis la pause. Un psychostimulant. Donc, ce psychostimulant, c'est du méthylphénidate. Tout à fait. Donc, quel est son effet? Alors, on le connaît plus sous le nom de Ritaline, de Medikinet, Concerta ou Quasim. C'est les grandes catégories de médicaments. Donc ce médicament, comme du coup tu as dû le dire tout à l'heure, il y a dans le cerveau d'un enfant qui présente un trouble de l'attention, il y a des déficits, notamment au niveau de la dopamine. Donc en fait, ce médicament, il va aller activer ces zones du cerveau qui sont un petit peu difficiles. Donc petit cours de physique, chimie du lycée. Donc tout à fait. La dopamine, donc c'est un neurotransmetteur. Tout à fait. C'est ça. Donc dans le réseau synaptique. Oui. Ok. Et du coup, ce neurotransmetteur, il y en a un peu moins chez les personnes présentant donc un TDAH, c'est ça? C'est ça. Il est moins présent. Donc ça veut dire qu'on le produit moins. Oui. C'est ça? Ouais. Je crois que chez les HPI, c'est lié aussi à la sérotonine. Donc ça veut dire par exemple qu'une personne qui est à la fois au potentiel intellectuel et qui a un TDAH, faut savoir. Alors je crois, à chaque fois je me fais taper sur les doigts par la police des neuropsy de la France qui me dit les statistiques, les trucs. Moi on m'a dit, mon petit doigt m'a dit que un HPI sur 3 avait également un TDAH. Ludivine, est-ce que toi t'aurais des chiffres pour que j'évite de me faire taper sur les doigts par la police des neuropsy? Alors oui, c'est effectivement c'est un peu ce que je retrouve aussi, sur les études. Je suis rassurée. Donc, ce qui veut dire que ces gens-là, ils ont et un déficit de sérotonine et un déficit de dopamine. Tout à fait. Donc, problème sur un double neurotransmetteur. Bon, revenons à nos TDAH. Donc, ce déficit en dopamine, la dopamine qui est aussi le neurotransmetteur qui appartient, si je me souviens bien de mes cours du lycée, au circuit de la récompense. Hein. C'est ça, c'est le neurotransmetteur qui est le plus sollicité dans le circuit de la récompense. Tout à fait. Donc, c'est pour ça que Brice, ton fils en l'occurrence, il avait besoin de sources de motivation parce qu'il n'arrivait pas à trouver la motivation en lui-même. Son cerveau, il fonctionnait pas
en tout cas de cette manière-là, pour le faire de manière autonome. Donc voilà, fallait qu'ils trouvent des sources extérieures de motivation. C'est pour ça qu'on a des enfants qui, malgré un trouble de l'attention, peuvent être très concentrés ou très motivés dans une tâche qu'ils aiment beaucoup. Voilà, ils peuvent rester parfois hyper focus, voilà, sur une activité, mais parce que ça engendre et ça active ce circuit de la récompense et de la motivation. Hyper intéressant. Et du coup, bon, on est une émission hyper positive, nous, sur les TND, mais parlons un petit peu des risques. Le risque chez les personnes avec TDAH, ça peut être l'addiction. Oui, il peut y avoir effectivement. Parce que la recherche de l'activation de ce circuit de la récompense, elle peut passer par des choses, on va dire, comme le sport. Et dans ce cas-là, c'est gagné. Bon, après, on tombe presque dans le sportif de haut niveau, on devient presque accro au sport, on en a besoin pour déclencher ce circuit de la récompense. Et j'ai envie de dire, à la limite, faites du trail, on a la région pour. Par contre, ça peut être aussi d'autres choses, comme malheureusement les drogues, l'alcool, des choses comme ça. Tout à fait. Il peut y avoir aussi des troubles du comportement alimentaire aussi. Donc TCA. Ouais. Donc effectivement, il peut y avoir des comorbidités. Donc c'est important effectivement de l'avoir en tête et d'être bien accompagné. Ok. Et de bien comprendre ce TDAH pour bien comprendre aussi les enjeux. C'est vrai que quand on est enfant, j'imagine, Brice, qu'on se pose pas toutes ces questions, mais les TCA, par exemple, donc les troubles du comportement alimentaire, peuvent arriver dès l'adolescence, voire même un peu plus tôt. Et l'addictologie aussi, j'imagine qu'à l'adolescence, ça peut être un risque sur des enfants TDAH. Tout à fait, oui. Et du coup, la médication, parce qu'on y revient, c'est vrai qu'en France, on est un peu des défiants quand même de l'industrie pharmaceutique, à juste titre. Mais ce médicament, toi, Ludivine, en tant que neuropsy, qu'est-ce que t'en penses ? Mais les études indiquent bien qu'il y a un effet bénéfique de ce traitement, dans la mesure où le TDAH, il est bien diagnostiqué, il est avéré, et que la posologie du médicament, elle est adaptée. À la personne. On va adapter à la personne. Donc c'est du sur-mesure. Exactement. Et c'est très encadré, c'est pour ça qu'il faut aller se rapprocher du coup d'un médecin spécialiste. La prescription est très encadrée, c'est ce qu'on disait du coup pendant la pause. Et donc voilà, s'il y a TDAH, le traitement il peut être très bénéfique. Ça peut se faire en seconde intention après toutes les accompagnements non médicamenteux, on va dire, donc les accompagnements auprès d'un neuropsy, d'un psychomotricien, de spécialistes, orthophonistes exactement, et quand dans le cadre scolaire, parfois on met la priorité d'abord sur les aménagements qui peuvent être mis en place en classe, et après on peut se dire, est-ce qu'à un moment donné les aménagements sont plus suffisants, et peut-être que là on a besoin du recours à la médication. Ce qui est aussi intéressant, moi je me renseigne beaucoup du coup sur ces TND, et on sait aujourd'hui que l'alimentation a un effet hyper bénéfique, et d'ailleurs on a de plus en plus de diététiciens qui se spécialisent sur les TND, donc les troubles du neurodéveloppement, souvent accompagnés de spécialités des TCA, troubles du comportement alimentaire, et qui vont venir intervenir sur la routine. On parlait du besoin de ces enfants, de ces ados et même de ces adultes d'avoir une routine drastique. Bon, on imagine que le sucre n'est pas le meilleur ami des TDAH. Je vois Brice dans sa chaise se tortiller. Est-ce que ça c'est quelque chose qui te parle ? Oui, il aime beaucoup le sucre, ouais. Et ça aide pas, et on voit bien que voilà, ça peut augmenter en tout cas le côté un peu hyperactif aussi, ou impulsif de notre côté. Oui, et puis bon, rappelez-vous aussi la fameuse étude des souris, c'est bien, on est multicasquettes sur cette émission, on fait les petits rappels de cours. Le sucre est l'addiction préférée malheureusement de nos amis les souris. Elles sont même plus addictes au sucre qu'à certaines drogues. Quand on leur propose 2 pédales, elles vont retourner sur le sucre plutôt que sur la drogue. Donc ça montre à quel point ce cerveau, il aime et il a besoin de ce sucre. Et effectivement, chez les TDAH, le sucre active ce circuit de la récompense. Et voilà, la petite pâtisserie, le petit bonbon, c'est des choses qu'on va aller plutôt rechercher entre les haricots vapeur et le sucre. Et c'est vrai que les diététiciens, c'est pas des professions auxquelles on pense quand on va parler de TND, qu'on parle de l'autisme, du TDAH ou même du haut potentiel intellectuel, parce que un cerveau qui est dans les meilleures conditions, c'est un cerveau qui s'épanouit, comme votre corps. Rappelez-vous, le cerveau est un organe comme les autres. Mais c'est vrai qu'un diététicien, ça peut être intéressant pour accompagner un enfant, un ado, un adulte. Je sais pas, Brice, vous, si vous êtes accompagné sur la partie nutrition avec ton fils. Alors non, pas sur cette partie. Et c'est quelque chose que vous envisagez ou pas du tout ? Alors on essaye de limiter le sucre et d'avoir une alimentation équilibrée. Ouais. Voilà, avec des haricots vapeur, tout ça. Régulièrement. Mais pas que, alors il adore. Il n'y a pas de souci, on n'a pas trop de soucis avec l'alimentation. Ok.
aujourd'hui. Toi, Ludivine, c'est quelque chose que tu suggères aux patients, aux gens qui viennent te voir sur l'alimentation, d'être vigilants en tout cas sur cette alimentation? Oui, après j'ai envie de dire c'est valable pour tout le monde d'avoir une alimentation saine et équilibrée. Et effectivement, les c'est personnes, l'impact. Effectivement, ouais, c'est ça. Et les personnes présentant des spécificités pourront être plus à risque ou plus sensibles aux effets. Mais voilà, une alimentation riche en oméga 3 par exemple aussi, ça, on sait que c'est quelque chose qui est bénéfique pour les enfants qui présentent ou les adultes qui présentent c'est hyper intéressant. Oméga 3, il y a d'autres choses qui te viennent en tête donc les oméga 3, macro, sardines, saumon, les huiles végétales, c'est ça? Alors là, moi, dans mes recherches, c'est plus ça qui est validé au niveau scientifique en termes d'effets bénéfiques. Mais voilà, c'est une question que... Donc réduire le sucre et avoir un bon apport en oméga 3. C'est déjà, en tout cas, deux très bons conseils. C'est déjà bien d'avoir ça. C'est vrai qu'il faut y penser. Le sport, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est conseillé quand on a un TDAH? Je peux te laisser répondre, Brice, oui, pour ton enfant, je pense que c'est conseillé, mais pour tout le monde aussi, je suppose. Oui. Oui, nous, ça permet de canaliser après, c'est-à-dire qu'il va se défouler. Aujourd'hui, il fait du judo. Par contre, il a changé énormément de fois de sport. Il va pas forcément dans la continuité d'un sport, donc je sais pas s'il peut avoir un lien. Effectivement, oui, on peut voir des enfants ou même après l'âge adulte, des personnes qui vont avoir du mal à s'engager dans le temps dans une tâche parce qu'on se lasse vite. Il y a un ennui, exactement. Et puis on est plus attiré du coup par ce qui est nouveau, par les apprentissages. Et puis une fois qu'on sait, en fait, ça devient moins sympa, moins intéressant. Et de manière générale, est-ce qu'on peut dire aussi que ces TDAH, ils ont du mal sur les finitions dans les projets, c'est-à-dire que sur la grosse partie du projet, les 95% on est taqué, puis en fait les 5% en restant, c'est pas bien grave. On laisse un petit peu les détails de côté, et puis il y a eu aussi tellement d'énergie déployée pour mener à bien les 95% du projet qu'à la fin, on a du mal à finir. Ouais. Okay. Non mais c'est vraiment des profils que je trouve hyper intéressants. Et du coup, ce que je vous propose, avant la revue de Dev, c'est de basculer un peu sur ces mythes du TDAH, parce que finalement, c'est assez récent, on l'a dit, cette notion du TDAH, et c'est des enfants qui, il y a quelques années, et même des adultes qui ont pu être un peu stigmatisés. Il existe encore pas mal de neuromythes sur le TDAH, notamment, il est juste chiant. Alors oui, il y a des enfants qui sont chiants, ça, il n'y a pas de débat, des adultes aussi d'ailleurs, mais chez le TDAH, on vient de le voir, c'est génétique, il y a une explication, c'est lié à ce manque de dopamine, et lui dire, fais un effort, concentre-toi, on est d'accord que ça sert à rien. Oui, en tout cas, on peut quand même encourager mais oui, effectivement, c'est que l'enfant fonctionne de cette manière-là, donc c'est hyper important de pouvoir le diagnostiquer le plus précocement possible aussi pour éviter que l'enfant il entende toute sa scolarité tu pourrais être concentré un petit peu plus ou fais des efforts. Voilà, au niveau de l'estime de soi, ça peut vraiment avoir un impact. Donc oui, c'est... Donc non, un enfant TDAH n'est pas paresseux. Par contre, faut pas que ça devienne une excuse. C'est ça, trouver le bon équilibre entre les deux. Je veux peut-être juste rajouter sur l'estime de soi. Pour mon fils, un gros déficit d'estime de soi et du coup, on essaye de surjouer les petits succès. Okay. C'est-à-dire, mais c'est génial, t'as mis le couvert, mais on est content. Enfin, voilà, on surjoue un petit peu les choses qu'il fait bien pour justement augmenter cette estime de soi. Et ça, c'est hyper intéressant. Moi, j'avais lu une étude qui expliquait que justement un enfant TDAH, en fait, par rapport à un enfant qui n'avait pas de TND, il entendait 10 à 20 fois plus de remarques négatives et qu'en fait, il grandissait toujours en ayant l'impression de pas être à la bonne place, de pas être à la hauteur, de pas y arriver. Donc, c'est vrai que c'est important à connaître ce trouble pour les aider et du coup, changer aussi l'angle, la manière dont on les accompagne. Et je pense notamment aux instituteurs et aux enseignants qui sont avec nous. Un enfant à TDAH, qui présente un TDAH, j'imagine qu'on l'accompagne pas comme un enfant classique. Il va peut-être demander un peu plus d'attention, pour le coup un peu plus d'accompagnement. Et comme tu le disais, Brice, il a peut-être besoin d'un peu plus d'encouragement que ses camarades à l'école. Est-ce que dans l'éducation nationale, alors j'aime bien moi les patates chaudes et les sujets un peu brûlants. C'est vrai que je crois que je vous l'avais pas mis ça dans les questions, mais voilà, c'est la question surprise. Est-ce que aujourd'hui l'éducation, je sais qu'il y a des choses qui sont mises en place, je sais que ça bouge, mais est-ce que c'est suffisant?
Tu veux répondre? Alors, je peux répondre par rapport à mon expérience, mais alors nous, il a été scolarisé du coup dans une école pas classique, plutôt typée Montessori, où il y a ce côté plutôt ouverture sur des enfants un peu entre guillemets atypiques ou un peu avec des différents. parcours différents, ouais. Oui. Et donc une relation avec les enseignants, enfin les professeurs assez proches, et on a mis beaucoup de choses en place pour justement l'aider dans son... Et ils ont été ouverts à ça parce que il était chez Montessori avant de savoir qu'il avait un TDAH. Oui. D'accord, donc en fait il était chez Montessori. Vous voyez qu'il est un petit peu décalé. Vous le faites diagnostiquer. Et du coup, vous prévenez l'école, on vient de le faire diagnostiquer, il présente un TDAH, et du coup, il y aurait peut-être des petits ajustements à faire. Oui. Et puis même l'école a vu certains signes avant qu'on le fasse diagnostiquer, notamment l'estime de soi, l'interaction avec les autres. Ils nous ont alertés là-dessus. Et après le diagnostic, après les premières rencontres avec la neuropsy a rencontré l'école. Enfin, on a fait rencontrer les deux, la directrice et la neuropsy, pour justement mettre en place certaines choses comme pas l'isoler, mais le mettre à un endroit où il y a peu de visuels, etc. Être à côté d'un camarade qui parle pas beaucoup, qui est très studieux. Oui, voilà. C'est vrai qu'on parlait des conseils à donner aux enseignants, aux instituts, aux parents d'enfants TDAH. Un enfant TDAH, bizarrement, il va aller rechercher la distraction, c'est sûr. Ce sont les enfants qui, les premiers, vont aller vouloir se mettre au fond de la classe, près de la fenêtre, à regarder les oiseaux toute la journée. Et ça, parce qu'ils aiment bien ça. Et en fait, c'est leur univers. On peut rêver là en regardant à travers cette fenêtre pendant des heures et absolument rien écouter, et du coup complètement décroché. Donc c'est sûr que si vous voulez le raccrocher à cette classe, c'est des enfants qu'il faut mettre au premier rang, ou ados d'ailleurs, face à vous, et effectivement les mettre dans un environnement avec un peu, pas des bavards, parce que déjà en général les enfants à TDAH, ils ont tendance à beaucoup parler, à prendre beaucoup de place. Donc c'est vrai que si vous voulez qu'ils accrochent, faut les mettre dans un cadre assez assez calme en fait, où on les cadre finalement. Et ce qu'ils vont justement aller rechercher, c'est sortir du cadre. Donc il faut les ramener en fait perpétuellement dans le cadre. Et cette école Montessori, elle a été ouverte. Du coup, c'était une découverte, le TDAH pour l'école, ou c'était quand même quelque chose qu'ils connaissaient, ils avaient l'habitude. Comment ça s'est passé? Alors je pense qu'ils n'avaient pas forcément le nom TDAH. Ouais. Après, ils ont une autre vision quand même de l'apprentissage et de l'évolution, on va dire, de l'enfant pendant cette période-là. Donc ils l'ont très bien accueilli, et il y a eu effectivement une mise en place d'actions dans la mesure du possible entre parents et enseignants. Ouais, c'est top. Pour aider. Donc très ouvert. Très ouvert que la première expérience dans une école plus classique. Donc éducation nationale. Oui. Ouais. Ok. Non, mais je pense qu'il faut le dire. On sait qu'il y a des instits, des enseignants qui essaient de faire bouger les choses. On le sait, et merci à eux, et tant mieux pour ces enfants qui vont à l'école. Après, l'éducation nationale, c'est une grosse machine. C'est difficile, effectivement, de faire du cas par cas quand on a 25 élèves, 30 élèves dans une classe. J'imagine que chez Montessori, ils sont pas 30, ils sont pas 25 dans la classe. Ils sont 60 entre maternelle et primaire. Donc effectivement, ils sont par niveau entre 5 et 10 par niveau. Et du coup, Ludivine, tu réponds si tu le souhaites. Est-ce que ces écoles hors contrat qui se créent, Montessori, puis il y en a d'autres, ça existe sur les personnes à haut potentiel, ça existe sur les TND, que ce soit pour le trouble du spectre autistique, pour le TDAH, les 10, est-ce que c'est une solution qui est intéressante quand on peut se permettre de les mettre dans ces écoles-là pour un enfant TDAH? Qu'est-ce que t'en penses, toi, en tant que neuropsy? Est-ce qu'un enfant TDAH bien accompagné, il peut trouver sa place aussi dans l'éducation nationale? Qu'est-ce que tu conseilles aux parents? De trouver l'établissement où l'enfant se sent le mieux. Ouais. Alors c'est un peu la réponse de la Suisse, mais je pense qu'il n'y a pas de réponse globale. Alors pour ma part, au cabinet, j'ai la grosse majorité, ce sont des enfants qui sont accueillis dans le milieu public, classique. Et quand à l'issue du bilan, on peut mettre en évidence la présence d'un trouble de l'attention avec des conseils d'aménagement, notamment dans le cadre de ce qu'on peut appeler un PAP. C'est un plan d'accompagnement personnalisé. Il y a différentes possibilités de mise en place. Les parents en général, retournent voir l'enseignant. Il y a une équipe éducative aussi qui se met en place. Il y a des choses les actions, et les enseignants sont très preneurs. Après, il y a la réalité de terrain, comme tu disais, des classes
bondé parfois, c'est difficile de limiter les sources de distraction. Ou, voilà, mais en tout cas, ils sont en général plein de bonne volonté pour mettre en place des choses. Oui, puis les choses, je pense, vont dans le bon sens. Encore une fois, ça évolue, on en parle de plus en plus, les jeunes générations sont hyper sensibilisées, donc ça va bouger, ça va finir par bouger. Encore une fois, des émissions comme la nôtre, n'hésitez pas à les relayer, à nous écouter sur radiograndlac.com. Dans une semaine, il y aura le podcast qui sera disponible, donc n'hésitez pas à nous partager. Voilà, c'est important, la neurodiversité. Tout confondu, si on y inclut l'hypersensibilité, ça représente 20% de la population, au moins 2 personnes sur 10, c'est énorme. Donc voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous, ça peut vous concerner directement, concerner un cousin, la famille proche, des amis, etc. Donc n'hésitez pas à communiquer sur ces TND, ces troubles du neurodéveloppement et sur la neurodiversité de manière générale. Et pour nous aider à mieux comprendre tout ça, Deb, qu'est-ce que tu as choisi comme référence, comme livre à nous conseiller, à nos auditeurs, même si vous n'êtes pas concernés? Je vois une BD sur la table. C'est des sujets qui sont passionnants, super intéressants. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes cette semaine dans la bibliothèque des chaussettes? Alors, pour commencer, on a beaucoup parlé des enfants pendant toute l'émission. Donc, il y a Je suis hyperactif et alors de Catherine Vies-Dufaux. En fait, c'est un livre-outil qui est super pratique parce qu'il va aider les enfants à travers des exercices, des audios, des conseils à mettre en place au quotidien. En fait, il va aider à la fois les adultes, donc les parents par exemple, ou les instituteurs, et les enfants à mieux vivre avec leur TDAH et surtout à comprendre ce que c'est. Ensuite, on a Parents de haut vol, des dessins de Marion. Donc, c'est un livre illustré, pareil, sur le TDAH qui parle aussi du HPI. C'est très intéressant parce qu'en fait, c'est un journal de bord. Donc, on plonge vraiment dans le quotidien d'une famille dans laquelle on découvre des TDAH. Donc, on va avoir, par exemple, des petites anecdotes comme on a pu avoir avec Brice et Mel tout au long de cette émission. Il est très sympa à lire parce qu'il est très accessible. On plonge vraiment au cœur d'une famille atypique. Marion, en plus, elle a un compte Insta. Hein. Marion, elle a un compte Insta. Ça s'appelle les dessins de Marion. Les dessins de Marion. Et vous pouvez retrouver des extraits de cette BD Parents de haut vol sur son compte Insta. Exactement. Qui sont très, très bien. Qui sont très jolis. Et le livre est très bien illustré. C'est un plaisir à lire. Enfin, on le dévore. Même si on n'est pas concerné directement par le TDAH. Ensuite, on vous conseille Mon cerveau a besoin de lunettes, donc du docteur Annick Vincent. Il est super pour découvrir le sujet. Donc celui-là, le premier, donc Mon cerveau a besoin de lunettes, il est destiné aux enfants. Donc il est là pour expliquer le TDAH aux enfants. Il y a des petits dessins, etc. Donc il est très intéressant. Et pour les adultes, il y a aussi quelque chose. C'est le deuxième livre donc qui s'appelle Mon cerveau a encore besoin de lunettes. Pareil, pour retrouver sa place et puis se sentir bien au quotidien avec son TDAH. Pour finir, c'est la petite pépite qui est sortie il y a pas si longtemps. C'est le petit guide illustré du TDAH d'Alice Gendron. En fait, Alice Gendron, c'est celle qui tient le compte Instagram la mini coach TDAH, pardon. Donc en fait, le livre est très complet. On va retrouver des informations typiques. On va retrouver une journée type d'un TDAH avec les défis qu'on peut rencontrer quand on a un TDAH et également des stratégies à mettre en place pour bien le vivre au quotidien. Tous ces livres-là sont très intéressants parce qu'en fait, vous allez retrouver des astuces, etc. à mettre en place dans votre vie de tous les jours pour pouvoir soit aider votre enfant, soit vous aider vous-même en fait à être à l'aise avec ce TDAH et surtout à ne plus vous éparpiller dans tous les sens. Merci beaucoup, Deb. C'est vrai que le TDAH, je regardais en même temps là, les livres, je les feuilletais. Elle parlait du retard. C'est vrai que ça, c'est une notion qu'on n'a pas du tout abordée, mais être à l'heure pour une personne TDAH, franchement, c'est un vrai challenge, mais un challenge de tous les instants. Brice, tu l'as un petit peu évoqué avec ton fils, où entre le moment où tu lui demandais d'aller s'habiller, la cuisine, et le moment où il allait dans la chambre, il avait eu le temps de se perdre 17 fois en 4 mètres. Alors, imaginez quand vous avez un rendez-vous, vous êtes chez vous, et vous allez de chez vous ou de votre boulot à un rendez-vous, il peut se passer 1 milliard de choses. Et le retard, par exemple, moi, franchement, c'est un truc, c'est devenu une blague dans ma famille, tellement je suis toujours en retard. D'ailleurs, maintenant, mes amis et ma famille me mentent. Ils m'invitent à 19h alors que le rendez-vous est à 19h30 ou 20h parce qu'ils savent que je n'arrive pas du tout à gérer. Donc là, pour être à la radio à 17h30, je vous dis pas à 16h30, je suis déjà prête dans mon canapé, la mallette à la main, pour être sûre d'être à l'heure à la radio. Mais c'est vrai que ça peut être des choses hyper handicapantes. Et là encore, il faut compenser pour trouver
des astuces. On finit cette émission après la pause musique. Deb, merci pour le choix de cette chanson. Qui est Overwhelmed. Allez, à tout de suite. Sur les bords du lac du Bourget, la radio autrement. Radio Grand Lac. Les chaussettes dépareillées. Mel et Deb papotent autour de la neurodiversité sur Radio Grand Lac. Et vous êtes sur Radio Grand Lac. Merci d'être encore avec nous. On rentre dans les 10 dernières minutes. Et c'est vrai que notre émission, elle est un peu décousue, à l'image de ces TDAH, troubles du déficit de l'attention. Et c'est bien normal puisque c'est moi qui la présente. Du coup, Ludivine, tu nous parlais de la médication. Puis après, on est un peu parti sur les conseils, la bibliothèque. J'aimerais qu'on revienne quand même sur cette médication parce que ça reste quand même une solution aujourd'hui qui est importante pour ces personnes diagnostiquées avec un trouble du déficit de l'attention. En France, on a toujours cette défiance, on est méfiant par rapport à la médication. Tu nous expliquais avant la pause qu'il y avait eu beaucoup d'études de fait sur ce traitement. C'est un traitement qui a quelques effets secondaires, mais les effets secondaires, par exemple, il n'y a pas d'addiction, par exemple, de dépendance Tout à fait. à ce traitement, ce qui veut dire qu'on peut l'augmenter, le baisser et l'arrêter aussi Oui. quand on le souhaite. Oui. Par exemple, chez l'enfant, il est possible de le proposer sur les périodes scolaires et puis de faire des pauses pendant les vacances quand il y a moins d'exigences. Voilà. On peut cibler des moments. Alors après, effectivement, il peut y avoir des effets secondaires, donc on va être vigilant quand on instaure un traitement, par exemple chez l'enfant ou l'adolescent, sur la perte d'appétit ou des douleurs, des maux de tête, des difficultés au niveau du sommeil. Voilà, c'est des points de vigilance à avoir, mais en général, l'effet bénéfique est quand même plus important. Ouais, parce qu'il va donc doper en fait ce neurotransmetteur qui est la dopamine. C'est ça en fait, Tout à c'est un fait. psychostimulant et un psychostimulant, c'est pas des amphétamines quoi, hein. C'est vraiment quelque chose qui va doper ce neurotransmetteur qui est la dopamine. T'as abordé le thème du sommeil. Le sommeil, il me semble, c'est aussi un des signes hein, chez les enfants, les ados et même certains adultes TDAH. Et je reviens encore une fois sur ce HPI. Hein, je fais beaucoup le lien entre HPI et TDAH parce qu'on confond en fait un certain signe du TDAH avec le HPI parce que beaucoup de HPI ont un TDAH, mais par exemple un HPI normalement n'a pas de problème de sommeil. Un HPI c'est quelqu'un qui, alors certes qui a cette puissance hein, au niveau cérébral, là où un TDAH par contre les troubles du sommeil, ça fait partie de l'anamnèse, donc de l'étude en fait hein, du patient, où on se rend compte qu'il peut y avoir des difficultés d'endormissement ou au contraire une tendance à énormément dormir. Et il y a cette sensation parfois de somnolence en fait hein, chez les personnes TDAH, comme une sorte de fatigue chronique où on est toujours fatigué en fait parce que on envoie et au bout d'un moment il y a plus personne. Oui, tout à fait. On sait que on peut avoir donc des personnes qui présentent un TDAH. Parmi ces personnes-là, 30 à 50% peuvent présenter aussi un trouble du sommeil. Donc c'est énorme. C'est important, ouais. Donc ça, pareil, quand on diagnostique le TDAH, est-ce qu'on va faire des études de sommeil chez le patient? C'est des choses qu'on peut recommander? Oui, tout à fait. Donc là, c'est le médecin aussi qui va prendre en charge cette partie-là? Oui, et puis rendez-vous avec un ORL pour après l'exploration un peu plus approfondie. Ok. La question, par exemple, de l'apnée du sommeil peut se poser. Ouais. Voilà, donc c'est d'autres explorations à mettre en place, ouais. Brice, ton fils est concerné par le sommeil? Oui, il a beaucoup de mal à s'endormir. Donc il s'endort en même temps que moi, donc aux alentours de 22h, 22h30, 23h. Enfin, ça peut. Il Voilà. a quel âge? Il a 10 ans. Ah ouais, donc c'est un petit bout encore. Oui. Et la journée, ça dort ou il est somnolent ou il arrive à tenir toute la journée? Il tient toute la journée. Non, il tient toute la journée. Il a pas de phase de... Non, pas tant que ça. Il a beaucoup de phases où il peut se poser sur le canapé, prendre un livre, etc. Mais non, il est plutôt en forme. Ok, donc il a pas besoin forcément de beaucoup dormir. Par contre, il a du mal à l'endormissement. Par contre, le week-end, il récupère. Je sais pas comment il fait, mais voilà, il peut se lever à 10h, 10h30 après du matin. Ok, c'est intéressant. Ce qui veut dire aussi que chez ces enfants, ados, adultes TDAH, le fait d'avoir des temps morts, c'est essentiel pour éviter ou pour récupérer. Donc, c'est-à-dire dans sa journée, dans sa semaine, il faut prévoir ces temps morts. En fait, ces moments où on s'arrête, en fait, un Tout petit à peu. fait. Ouais. Le cerveau a besoin d'une pause. Donc, oui. Et on est d'accord que c'est plutôt difficile, en plus, pour ces personnes de prendre une pause, de se calmer, de s'arrêter. Tout à fait. Donc, on se force Oui, à on prendre un essaye. peu d'air. Et est-ce que vous avez des astuces tous les deux? Je sais pas, la sophrologie, tu parlais de lire un livre, se mettre devant une série, aller faire une balade au lac tranquille. Je vois Ludivine dire non. Alors, c'est plus Oui par et non. rapport à la série pour les écrans.
Ah oui. Du coup, voilà. Et pour les adultes, on a le droit ou non plus. Non, donc les enfants, on évite les écrans. C'est comme le sucre, on essaie de limiter. Alors en tout cas, on accompagne. Ok. C'est important parce qu'effectivement, il y a, mais comme pour tous les enfants, hein, cette exposition aux écrans, on va avoir le cerveau qui va finalement être très actif après la fin de l'exposition. Donc voilà, ça dessert. Il vaut mieux privilégier des temps de lecture, des méditations, de la sophrologie. Après, encore une fois, pour les enfants qui sont réceptifs à ça. Mais quelque chose d'adapté. C'est ça. Donc le soir, plutôt des activités calmes pour favoriser le sommeil. Et même chez les adultes, du coup. Oui. Moi, je me souviens, j'avais été voir quelqu'un quand j'étais jeune. Donc j'ai découvert que j'avais ce TDAH très tard, mais vu que je l'ai toujours eu, j'ai toujours eu des moments un peu haut, bas, hyper intenses. Et je me souviens, j'avais vu une médecin quand j'avais la vingtaine qui m'avait dit faut arrêter esprit criminel de 22h à minuit parce que c'est normal que vous dormiez pas après, ça vous secoue un peu. Et c'est vrai que j'avais arrêté, du coup, j'avais écouté le médecin, j'avais arrêté les séries un peu, tanin, vous voyez, des trucs un peu comme ça où après t'es en boucle, attends, mais pourquoi il a fait ça? C'est qui l'a tué? Là, il s'est passé quoi? Et en fait, du coup, à 3h du matin, t'es encore en train de réfléchir dans la série. Et c'est vrai qu'effectivement, lire un livre le soir ou écouter un petit peu de musique plus cool, ça aide pas mal à l'endormissement. Je regardais le livre d'Ali Gendron, effectivement, le petit guide illustré du TDAH qui est vraiment excellent. Elle parle du réveil aussi, elle parle du sommeil. Enfin, je vous le conseille vraiment. Elle parle de l'hygiène corporelle aussi, sujet tabou, et même des relations sexuelles aussi avec le partenaire. Sur l'hygiène corporelle, c'est vrai que chez le TDAH, chose qu'on retrouve aussi chez les TSA, c'est parfois la flemme un peu d'aller se laver, ou alors parce qu'on n'y pense pas, ou parce qu'on oublie, ou parce qu'en fait on commence à prendre une douche, on reste 25 minutes dedans. Donc on a une hygiène corporelle qui est un peu à l'arrache complet, quoi. Salut Divine, tu retrouves tes patients là-dedans? C'est un peu, oui, tout ce qu'on va appeler les activités un peu routinières du quotidien. Il y a peu de motivation, en fait, à s'engager dans des tâches qui sont répétitives, donc bon. On n'est pas hyper motivé à aller se doucher, se brosser les dents. Voilà, ou alors, comme tu disais, ça peut prendre des heures, parce que la gestion du timing, cette notion du temps, elle est tellement abstraite pour une personne avec un TDAH que finalement, on passe un temps fou sous la douche. Mais ça, c'est vrai que c'est intéressant parce que quand on pense TDAH, en général, dans l'opinion publique, dans la pensée collective, c'est un enfant qui a la bougeotte, quoi. Et jamais on pourrait traduire ça sur, en fait, il a la flemme de faire certaines tâches. En fait, c'est vraiment ça. Donc, bon, peut-être que vous avez un flemmard à la maison, mais peut-être que c'est le TDAH. Et c'est pareil pour le côté chiant. Peut-être qu'il est chiant et qu'il est vraiment chiant, mais peut-être que c'est le TDAH. Et ça, il y a qu'une seule manière de le savoir, c'est du coup de franchir ce pas, franchir la porte. Alors, du médecin, si vraiment le mot neuropsy vous fait peur, mais regardez, on est avec Ludivine et ça se passe hyper bien. Donc, les neuropsy sont des gens hyper cool, hyper sympas qui sont là pour vous aider, vous accompagner. Donc, en cas de doute, n'hésitez pas à aller voir des neuropsy. Peut-être un dernier conseil, Brice, pour les parents de TDAH? Et oui, faites-vous accompagner. Et moi, je voulais terminer sur une note positive. C'est des super enfants. Et très expressif dans l'émotion. Et moi, j'ai beaucoup appris sur ma gestion des émotions grâce à mon fils. C'est vrai qu'on en a peu parlé finalement de cette gestion des émotions pendant l'émission, alors que ça aussi, c'est quand même un signe très caractéristique. C'est des émotions qui sont débordantes, qui sont intenses. C'est des enfants et qui s'expriment, les enfants qui ont un TDAH, mais même les adultes d'ailleurs. D'ailleurs, vous voyez, faut que ça bouge, faut que ça brasse dans l'intonation, etc. C'est vrai que ces enfants, on les repère aussi parce que ils sont pleins de bouillon, mais pas qu'au niveau physique. Ils sont pleins de bouillon aussi dans leurs émotions. C'est des enfants qui sont hyper attachants et en général qu'on repère dans les écoles, dans les classes, dans les activités sportives, parce qu'on peut pas passer à côté en fait, parce qu'ils prennent de la place en fait, ces enfants. Mais évidemment, c'est cette créativité, c'est cette envie. Je pense qu'il faut en faire quelque chose de positif. Ludivine, le mot de la fin? Je rejoins Brice sur l'accompagnement, de se faire entourer de professionnels, de spécialistes. Et puis c'est des enfants qui sont hyper attachants et avec plein de potentiel. Donc voilà. J'aurais une dernière question pour toi. En thérapie, tu suis des enfants, des ados. En général, une thérapie pour trouver des améliorations quand on a un TDAH, c'est sur quoi? Quelques semaines, quelques mois, et à hauteur de combien, on va dire, de rendez-vous avec toi, par exemple? On est autour à peu près d'une dizaine de séances
voilà, une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Et puis, donc là, c'est avec l'enfant. Et ce dont on n'a pas parlé aussi, c'est ce qu'on appelle de la guidance parentale. C'est qu'on va accompagner les parents, puisque ce sont quand même eux les premiers experts de leur enfant, et de les accompagner à être experts de ce trouble de l'attention pour aider leurs enfants au quotidien. Parce que nous, les enfants, on les voit une fois 45 minutes, 1 heure, par semaine ou toutes les 2 semaines. Donc finalement, c'est aussi les parents qu'il faut former, quoi. Ouais, c'est ça Faut qu'il faut accompagner. au mieux. Donc déjà, sur un travail avec toi, par exemple, en 6 mois, on fait déjà un gros pas en avant, On quoi. va faire un petit bout de chemin, ouais. Bon, bah, c'est super. Eh ben, c'est l'heure de nous quitter. Merci beaucoup. Merci, Brice, vraiment, pour ton témoignage qui était hyper intéressant. Merci à toi. Merci beaucoup. Ludivine, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous éclairer sur ce TDAH. Donc, Ludivine, que vous pouvez retrouver neuropsy à Aix-les-Bains et Chindrieux. N'hésitez pas à la contacter pour les TND, pour un suivi. Bon, j'imagine que tu es déjà bien chargé, mais je suis sûre qu'il restera un petit peu de la place pour nos auditeurs de Radio Grand Lac. Merci, Deb, pour cette revue. Merci d'être toujours là aussi solaire et avec ton sourire. Déborah, donc, que vous pouvez retrouver dans les murs de l'IPAC, qui enseigne maintenant. Et Déborah aussi, qui est à son compte, parce que c'est vrai que je vais pas parler de ton activité. Une activité, à ton image, solaire, optimiste, puisque, du coup... C'est Illumintacom, donc c'est une mini agence de communication avec moi-même à l'intérieur, où je vais proposer de l'aide pour les sites internet, pour de la création graphique, de la stratégie de communication dans le plus général. Donc si vous avez besoin d'être bien N'hésitez accompagné, de communiquer avec quelqu'un de bienveillant, de solaire, d'agréable, surtout n'hésitez pas à faire appel à elle. Sandra, merci beaucoup d'avoir été avec nous à la technique. Merci beaucoup les filles d'avoir été avec nous aussi, spectatrices. C'était Belle Poinade, les chaussettes dépareillées, et je vous dis au 8 novembre pour une émission sur l'hypersensibilité, et on aura la chance de recevoir Saverio Tomasella, le spécialiste de la haute sensibilité en France. À bientôt, bonne soirée à tous sur Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. Votre radio.